Deuxième partie de cette séance du 7 décembre 2021, toujours bien sûr, concernant la devise républicaine. Alors nous avons, dans la première partie de cette séance, vu en quel sens il fallait entendre l'égalité de tous comme une donnée de la nature, exactement de la même façon que nous l'avions compris pour la liberté de chacun. Alors, nous allons maintenant voir comment s'effectue le passage à l'idée d'égalité comme statut civil des citoyens à partir de leur commune jouissance de ce droit naturel qu'est la liberté. Nous allons voir que l'égalité des droits découle de l'égale liberté que la nature a indéfectiblement accordée à tous ceux dont l'humanité, dont l'appartenance à la nature humaine est attestée par la naissance, sans distinction de particularités individuelles. Dans sa proposition pour une déclaration des droits, car sur le moment où la déclaration a été rédigée, de très nombreux contributeurs ont proposé leur version personnelle, eh bien, dans sa proposition, Nicolas de Condorcet résume ainsi l'impératif d'égalité. Je cite, ouvrez les guillemets, « Il ne peut exister aucun motif fondé sur la raison pour qu'un homme retire de la société des avantages plus grands qu'un autre homme. » Fermez les guillemets. Il ne peut exister aucun motif fondé sur la raison pour qu'un homme retire de la société des avantages plus grands qu'un autre homme. En vérité, je vous le dis tout de suite, j'ai coupé cette phrase à un endroit stratégique, car un peu plus loin, on trouve quelques précisions et même, on peut dire, une restriction sur laquelle je reviendrai, mais tout à fait à la fin de ce cours. Alors, de la même façon que la liberté est en vertu de la même logique, l'égalité de nature se convertit immédiatement en égalité civile. J'entends par civil le statut, la condition d'être vivant dans une communauté politique, c'est-à-dire ayant formé ce que la Déclaration des droits en son article 2 appelle une association politique, et pour cela, vivant sous des institutions et soumis, comme nous allons le voir de façon plus détaillée, à des lois. Alors, cette conversion de l'égalité naturelle en égalité civile se traduit dans la formulation bien connue de l'article 1 de la Déclaration des droits, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Évidemment, il importe au plus haut point de ne pas omettre le S, le pluriel, des droits. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, au pluriel, ce qui veut dire que les hommes, dès leur naissance, sont libres et doivent jouir de l'égalité des droits. Cela ne veut pas dire que les hommes sont égaux en droit au singulier, au sens où ils ne le seraient qu'en droit et ne le seraient pas en fait. Ce n'est pas l'opposition ici du droit et du fait qui doit être prise en compte. Égaux en droit au pluriel, cela veut dire égaux dans la mesure où l'on se place au point de vue des droits, car bien entendu, à d'autres points de vue, au point de vue, par exemple, sans doute, de leur qualité personnelle, de leurs défauts, de leurs mérites, les hommes ne sont plus, évidemment, égaux de la même façon. Et donc, il n'est pas dit que les hommes en droit sont égaux, ce qui sous-entendrait donc qu'ils ne le sont pas en fait, et qu'il nous appartiendrait ensuite, selon l'expression de Victor Hugo, de faire pénétrer le droit dans le fait en conformant la réalité des choses
à ce que nous dit le droit naturel. Non, ce qui est dit ici, c'est autre chose, qui est bien clair, c'est que par nature, les hommes sont fondés à revendiquer les uns et les autres, sans distinction aucune, les mêmes droits. Alors cette égalité est d'abord celle de leur identique participation aux droits qui sont mentionnés à l'article 2, lorsqu'il est dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et qu'il est bien précisé que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc c'est bien de ces droits, on va dire, fondamentaux, de ces droits premiers, dont jouissent à égalité les humains au titre de l'article 1. Mais évidemment, ils sont bien entendu égaux en droit aussi, au regard de tous les droits, et par conséquent, bien sûr, de toutes les obligations, qui découleront en cascade de ces droits primitifs et qui seront définis par la loi à tous les échelons de la hiérarchie juridique, depuis la Constitution jusqu'à la moindre circulaire ou directive prise par une autorité tout à fait sectorielle ou locale. Cette universalité, elle va se décliner, bien entendu, relativement à cette notion cruciale, évidemment, pour tout État de droit, c'est-à-dire tout État soucieux de faire valoir ces droits que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, c'est-à-dire qu'elle va se décliner à différents niveaux de la loi. Premier niveau, tous ceux qui sont assujettis à la loi, alors ça peut être ceux qui séjournent sur le territoire sur lequel s'exerce l'autorité civile. Ça peut être tous ceux qui appartiennent administrativement à la communauté nationale, qui en sont ressortissants, qui se trouvent ou ne se trouvent pas sur le territoire à tel instant donné. Mais quelle que soit la façon dont on définit l'ensemble de ceux qui sont soumis à la loi, eh bien l'article 6 de la Déclaration est parfaitement clair. La loi, dit-elle, ouvrez les guillemets, doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Fermez les guillemets. Donc, à un premier niveau, l'universalité se décline sous la forme d'une identité absolue de conditions de tous les assujettis à la loi vis-à-vis de cette loi. Un deuxième niveau, la loi est universelle dans sa matière. Formellement, nous savons déjà qu'elle est la même pour tous. Mais elle doit aussi être universelle dans sa matière, ce qui signifie que l'objet sur lequel elle statue, l'objet dont il est fait mention dans le texte de la loi, ce à quoi, si vous voulez, se rapporte la loi, ne peut pas être un objet particulier. Rousseau a pour dire cela une expression qui est la suivante: la loi, je cite, ouvrez les guillemets, ne fait aucune acception. La loi ne fait aucune acception, fermez les guillemets. Attention, acception, pas exception. Bien entendu, la loi ne fait aucune exception, et ça, c'est le point que je viens de développer précédemment en premier. Mais la loi ne fait aucune acception, c'est-à-dire qu'elle ne fait acception d'aucune entité particulière, que ce soit une personne privée ou une personne publique ou une institution. C'est-à-dire qu'elle énonce, la loi doit énoncer un commandement absolument général sans mentionner les cas particuliers auxquels elle pourrait s'appliquer, cas qui doivent être déduits et qui ne peuvent être déduits que de l'énoncé de la loi elle-même sans être expressément mentionnés par cette loi. Par exemple, une loi peut prévoir que certains, et c'est bien ce qui se passe par exemple aujourd'hui chez nous, une loi peut prévoir que certains auront le droit de porter une arme, tandis que d'autres, en fait la majorité, ne jouiront pas de ce droit. Mais elle ne peut pas dire nommément qui jouira de ce droit et qui en sera privé. Elle peut, la loi, et c'est ce qu'elle fait, attacher
la détention d'armes, la possession d'armes, la détention d'armes, puis éventuellement le port d'armes, elle peut et elle doit l'attacher à, par exemple, certaines fonctions définies par la loi ou à certaines situations. On peut peut-être, par exemple, légalement autoriser quelqu'un à porter une arme si, dans sa situation particulière, il se trouve menacé. Mais cette situation particulière doit elle-même être énoncée expressément, explicitement par la loi. Elle ne peut pas, cette situation particulière, être rapportée directement par la loi à un individu particulier. Et donc, les critères que la loi va retenir pour définir son objet doivent être tels que nul ne puisse, par principe, en être exclu. Par exemple, par sa naissance. Dès lors que la loi accorde un droit particulier à un individu particulier ou à un groupe particulier, par exemple à une communauté religieuse, eh bien, il ne s'agit plus d'un droit, il s'agit tout simplement d'un privilège, au sens étymologique, une loi privée, une loi qui ne concerne plus qu'une entité privée et qui, pour cette raison, ne peut même plus, selon Rousseau, être appelée une loi. Troisièmement, de l'universalité entendue dans les deux significations précédentes, il doit découler de l'idée même de loi, du concept même de loi, qu'elle procède de l'ensemble du corps politique. Ce principe est énoncé au chapitre 6 du livre 2 du Contrat social par Rousseau. Je cite ce passage. « Quand tout le peuple statue sur tout le peuple, la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi. » L'énoncé de Rousseau ici, chapitre 6 du livre 2 du Contrat social, est absolument remarquable de concision et de clarté. J'en profite pour dire que le contrat social, d'ailleurs je crois l'avoir déjà brièvement signalé, le contrat social est un texte extraordinairement remarquable par, ne serait-ce que par son degré de densité et de concision. Ce pourquoi, je l'avais dit, ce n'est peut-être pas le texte par lequel il est absolument décisif de commencer la lecture des écrits politiques de Rousseau. Je vous renvoie plutôt, je crois que j'avais déjà donné ce conseil, à l'article « Économie politique » de l'encyclopédie. Eh bien, nous sommes ici devant un exemple de cette précision, de cette densité et de cette concision de Rousseau. Parce que quand tout le peuple statue sur tout le peuple statue, c'est-à-dire que la loi sera l'expression de la volonté du peuple dans sa totalité, quelles que soient les modalités que la Constitution prévoit, et elle peut en prévoir de diverses, quelles que soient les modalités que la Constitution prévoit pour l'établissement de la loi, pour le contenu, pour l'établissement du contenu de la loi, eh bien, ce contenu doit émaner, il doit procéder de la totalité du peuple. Quand tout le peuple statue sur tout le peuple, et ça, c'est le deuxième point que je signalais, la loi ne fait aucune exception. Elle statue pour tout le monde au titre général, sans renvoyer dans son énoncé à tel ou tel objet particulier, ni à telle ou telle personne particulière. Quand tout le peuple statue sur tout le peuple, la matière sur laquelle on statue est générale, c'est ce que je viens de dire, la loi n'a pas d'objet particulier, comme la volonté qui statue, la volonté générale. Je fais une petite parenthèse ici pour dire que ce que Rousseau appelle la volonté générale ne se confond pas avec la volonté majoritaire exprimée par le suffrage. Il y a là un point très délicat, je dois le reconnaître, un point très délicat de la philosophie politique de Rousseau. Lorsque Rousseau écrit, et c'est vraiment le cœur de sa philosophie politique, que la loi doit toujours être l'expression de la volonté générale, et lorsqu'il dit que la volonté générale ne peut errer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se tromper, il ne s'agit pas de la volonté de la majorité, dont Rousseau sait très bien qu'elle peut être égarée
par diverses circonstances, au premier rang desquelles, par exemple, le discours des démagogues qui, jouant sur les passions du peuple, peuvent très bien égarer l'expression du suffrage, le conduire vers l'erreur. Cela s'est vu historiquement, encore une fois, assez souvent, et il n'est pas dit que les choses doivent s'arrêter à ce que nous avons déjà reçu du témoignage de l'histoire. Non, ce que veut dire Rousseau quand il utilise l'expression de volonté générale, c'est ceci: la volonté générale, c'est ce que voudrait le corps politique s'il était capable de lui-même, en tant que tout, de vouloir quelque chose pour lui, indépendamment même des volontés individuelles de ceux qui le composent. Si l'on considère le corps politique comme une entité, une réalité, la nation, si vous voulez, le corps politique, l'association politique au sens de la déclaration et de son article 2. Si l'on considère le corps politique comme un tout, on peut supposer à ce corps politique une volonté qui serait celle qui se dirigerait toujours et par principe vers le bien de ce corps tout entier. Or, nous savons que cette volonté idéale d'un corps politique se dirigeant vers son bien total, ce n'est pas quelque chose qui coïncide facilement avec la volonté majoritaire. Ce pourquoi un citoyen peut très bien former en lui la volonté générale contre la volonté majoritaire de, éventuellement même idéalement, de la totalité de ses concitoyens. La volonté générale pourrait se réfugier dans la volonté d'un seul citoyen, s'il existait un citoyen qui soit seul capable de vouloir ce que doit vouloir le corps politique, en supposant, par exemple, c'est une supposition évidemment fictive, mais en supposant, par exemple, que tous ses concitoyens aient été égarés, errent, comme dit Rousseau, soit dans l'erreur sur ce qui est bon pour la nation, pour l'association politique. Je ferme cette parenthèse sur l'idée de volonté générale. Je vais essayer de mettre sur mon blog, je ne l'ai pas fait pour l'instant, un article que j'avais écrit pour ce qui aurait pu être un dictionnaire de la philosophie politique de Rousseau, l'article Volonté générale, dictionnaire de philosophie politique de Rousseau que j'ai proposé, mais enfin, à quelques éditeurs. Voilà, donc j'essaierai de mettre cet article sur mon blog très prochainement. Voilà, donc c'est cet acte que j'appelle une loi, dit Rousseau, ce qui veut dire que n'importe quel texte prescriptif émanant d'une autorité civile ne peut pas être appelé une loi. Il y a des conditions minimales en deçà desquelles ce n'est plus à une loi qu'on a affaire, mais à l'expression d'une volonté particulière. On peut appeler ça de différentes manières, on peut appeler ça un diktat, on peut appeler ça un caprice, on peut appeler ça n'importe comment. Ça ne sera pas une loi. Pour que la loi mérite ce nom, sa matière doit être générale, son origine doit être la totalité du peuple et tout le monde doit y être également soumis. Article 6 de la Déclaration, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Fermez les guillemets. Enfin, quatrièmement, il est dit, toujours dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'article 6, que, je cite, « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, aux yeux de la loi, tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. » Je répète, tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur mérite. Alors, vertu et talent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce par quoi un homme peut être utile à la société. Et donc, cet article 6 renvoie à la deuxième partie de l'article 1er, qu'ignorent très souvent ceux qui peuvent citer la première partie de ce premier article de la Déclaration. Première partie, les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit. Eh bien, demander à un Français lambda de réciter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont je rappelle qu'elle fait partie de notre corpus juridique. C'est le premier texte de notre corpus juridique, ça fait partie du bloc de constitutionnalité, et donc c'est un texte de loi. C'est un texte de loi auquel on peut recourir, c'est-à-dire qu'on peut l'opposer, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à une décision prise par une autorité quelconque. Eh bien, très souvent, si vous demandez à quelqu'un de vous réciter la déclaration, ça s'arrêtera là. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, deuxième partie, très souvent ignorée, et pourtant tout à fait capitale, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'utilité commune, le bien de tous, le bien commun. Sous-entendu, les distinctions sociales, qu'est-ce qu'on appelle distinction sociale? Tout ce qui est susceptible au sein de la société de distinguer un tel de tous les autres, de distinguer tel individu ou tel groupe du reste de la masse, si vous voulez. Et donc, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, sous-entendu, elles ne peuvent pas être fondées sur une naissance qui conférerait des privilèges attachés à une appartenance particulière à l'intérieur de laquelle naîtrait celui qui a vu le jour dans telle ou telle famille ou de tel ou tel parent. Il faut ajouter ceci, qu'au-delà de l'utilité sociale, la liberté exige que chacun puisse, par l'exercice de ses vertus et de ses talents, s'accomplir dans la plénitude de son être singulier, et c'est ce à quoi la loi doit travailler. Alors, nous avons vu comment de la liberté naturelle, on était passé à la liberté civile. Nous venons de voir comment de l'égalité de nature, on passe à l'égalité civile par l'intermédiaire de la loi, mais je reviendrai un peu plus loin sur cette notion de loi. Et maintenant, je vais essayer, et ce sera le point suivant, de montrer comment tout cela se tient, comment tout cela fait système et comment tout cela est engagé dans une série de rapports qu'il faut démêler pour en rendre manifeste toute la cohérence, toute la structure. Et je vais montrer comment on va de la liberté naturelle à la liberté civile en passant par l'égalité. C'est le point qui suit le grand point précédent, quelle égalité? Vous avez le plan, je viens de mettre le plan à jour sur mon blog. Donc, voyons comment nous passons de la liberté naturelle à la liberté civile via l'égalité. Ce que je vais faire maintenant, je le répète, à partir de maintenant, j'ai mis tous les éléments en place. À partir de maintenant, je vais montrer comment tout cela s'articule et comment tout cela fait système et par conséquent fait bloc. J'ai toujours dans la ligne de mire le problème de l'unité de la devise républicaine. Et mon intention est maintenant, pour finir sur ces notions d'égalité et de liberté, mon intention est de montrer que, au moins pour ces deux notions, au moins pour ces deux principes, on a affaire à une unité extrêmement profonde, extrêmement structurelle et donc tout à fait systématique. C'est ce que je vais m'efforcer de montrer maintenant. Et je vais commencer pour cela par m'intéresser à l'article 4 de la Déclaration. Donc, nouvelle section, ce que signifie l'article 4 de la Déclaration. Ce que signifie l'article 4 de la Déclaration. Je vous conseille, pour bien suivre ce plan, d'avoir sous les yeux celui que j'ai mis sur mon blog et dans lequel vous trouverez également les citations que je produis au fil du cours. Alors, résumons, la Déclaration pose en son article 1er que la liberté est un droit que la nature a attaché à l'essence même de l'homme. Nous avons vu comment cette affirmation s'appuyait
sur le travail des philosophes des Lumières. Évidemment, une déclaration des droits de l'homme n'est pas un texte philosophique, elle n'a donc pas, elle, à rendre compte rationnellement des propositions qu'elle contient. Elle n'a pas à produire de justification théorique des énoncés qu'elle contient. Ces énoncés ne vont pas nécessairement de soi, mais de toute façon, la justification ne peut se trouver qu'ailleurs. Mais nous savons maintenant quelle est cette justification, nous savons d'où nous la tenons, nous avons lu Locke, nous avons lu Rousseau, nous avons lu Condorcet et quelques autres, nous avons lu Hobbes, et nous savons pourquoi la déclaration est fondée à affirmer en son article 1 la naturalité de cette liberté humaine. Une fois admis, c'est le deuxième moment, à l'article 2, que la conservation de cette liberté est le but de toute association politique, reste à déterminer la façon dont l'association politique doit s'y prendre pour assurer, pour garantir cette conservation. Et il semble bien que si nous voulons aller un peu plus loin et préciser la manière dont pratiquement doit être assurée et garantie cette conservation des droits naturels de l'homme, il nous faudrait savoir un peu précisément en quoi consistent ces droits et quel est le contenu qu'on peut leur donner. Or, nous remarquons que, au point où nous en sommes de la lecture de la Déclaration des droits de l'homme, parvenus à ce point, nous n'avons rencontré aucune définition de la liberté. Mais voici qu'un peu plus loin, si nous continuons à lire la déclaration, voici qu'un peu plus loin, un article, l'article 4, va s'ouvrir sur un énoncé qui a toutes les apparences de la définition que nous attendions. Cet énoncé est le suivant. Je cite, ouvrez les guillemets, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Fermez les guillemets. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il a fallu attendre l'article 4. L'article 3, lui, était consacré aux conditions dans lesquelles il peut y avoir une souveraineté politique. L'article 3 en a exposé le fondement, la volonté populaire. Et maintenant, nous sommes devant une définition de la liberté. En effet, c'est bien une définition. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et nous avons même mieux qu'une définition, puisque nous avons l'explicitation de cette définition par le truchement du « ainsi ». La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, deux points, ainsi. Je vais bien sûr lire la suite de la phrase, et ce qui vient après cet « ainsi ». La suite de la phrase se présente comme une explicitation de ce qui vient d'être dit, de la formule « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Que lisons-nous? La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. La formulation est un peu complexe, syntaxiquement, mais chacun, bien sûr, a reconnu sous cette formulation, eh bien, l'adage familier « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Seulement voilà, si l'article 4 nous propose bien une définition de la liberté, cette définition n'est pas la définition de cette qualité innée dont il était question à l'article 1. Ce n'est pas la définition de ce droit naturel qu'il appartient à l'association politique de conserver. C'est-à-dire que l'énoncé que nous avons maintenant, et qui effectivement est une définition de la liberté, ça je ne le récuse pas du tout, cet énoncé définitionnel de la liberté ne peut pas rétroactivement être appliqué aux deux occurrences précédentes du mot liberté dans les articles 1 et 2.
Ce n'est pas la liberté dont il est question quand on nous dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce n'est pas la liberté dont il est question quand l'article 2 dit que le but de toute association politique est la conservation de cette liberté avec la conservation des autres droits. Alors, qu'est-ce qui se trouve défini dans cet article 4? La liberté que définit l'article 4, ce n'est plus donc la liberté naturelle dont tout humain jouit par droit de naissance. Naturelle, naissance, voulant ici dire, nous l'avons vu plus haut, la même chose. Elle est la traduction de cette liberté naturelle au niveau des institutions que se donne la société civile. C'est-à-dire quelle est la traduction de cette liberté naturelle, la conséquence nécessaire, si vous voulez, de cette liberté naturelle, au niveau de la communauté humaine organisée selon des lois. Ce à quoi nous avons affaire avec l'article 4 de la Déclaration, c'est à une définition juridique de la liberté. Cet énoncé de l'article 4 ne dit plus ce qu'en vertu de ma nature, j'ai un droit imprescriptible et inaliénable de faire, à savoir poursuivre mes fins par les moyens que me procure la raison et selon une volonté autonome. Ce n'est pas ça qui est dit dans l'article 4. Parce que ce droit naturel n'est aucunement déterminé. Le droit qui correspond à cette liberté de l'article 1 n'est absolument pas déterminé au sens étymologique, au sens où déterminé veut dire défini. N'oubliez pas que dans déterminé, il y a terminé. Défini, il y a finir. Délimité, il y a limité. Or, ici, nous voyons apparaître cette idée de borne, de limite, de terminaison, de fin. Je répète, l'exercice des lois naturelles de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Il n'était question ni de borne, ni de limite, ni que ça se termine quelque part lorsqu'il s'agissait du droit naturel de diriger ses propres affaires selon l'impulsion produite par le soin que chacun porte à persévérer dans son être, le déploiement de sa puissance d'agir. Maintenant, il est question de limite, il est question de bornes. Poser des bornes, c'est ce que précisément l'article 4 s'emploie à faire en énonçant le principe selon lequel l'organisation juridique de la société doit régler l'exercice de mon droit naturel. Il s'agit maintenant d'établir, d'édicter les règles qui doivent présider à la mise en œuvre par chacun de son droit naturel au sein de la communauté civile, au sein de l'association politique. C'est-à-dire que l'article 4 énonce le critère positif de ce que la loi doit permettre. Il y a ce que la loi doit permettre, ce qu'il est dans son obligation d'autoriser. Donc, le critère, il pose, cet article 4, le critère de ce que la loi peut interdire. Il y a ce que la loi doit permettre et ce que la loi peut interdire. Ça revient au même. Ça revient au même pour une excellente raison, c'est que dès qu'il y a loi, tout ce qui ne fait mention d'aucune interdiction est ipso facto permis. Le permis, c'est ce que la loi n'interdit pas. Ça, c'est très important. Très important pour répondre à cette objection que m'ont fait de nombreuses fois des lycéens qui, lisant le règlement intérieur de l'établissement, rouspétaient en disant « mais c'est plein d'interdictions, on pourrait quand même, ce serait plus sympa, ce serait plus cool de nous accorder des permissions, des autorisations ». Mais ils ne comprenaient pas qu'un texte réglementaire, un texte qui règle, qui légifère, si vous voulez, est d'autant plus libéral
qu'il comporte, qu'il s'en tient à des interdictions. Parce que si la loi énumérait, listait les autorisations, si elle faisait l'inventaire de tout ce qui est permis, il n'y aurait de permis que ce qui est mentionné noir sur blanc sur le papier. Dès lors qu'elle mentionne des interdictions, et ne mentionne que des interdictions, tout le reste est, au regard de la loi, légal, licite. Et donc, il y a, si vous voulez, bien sûr, un primat du permis sur l'interdit, dans la mesure où c'est bien ce qu'il m'est permis de faire que je dois pouvoir faire. Mais il y a aussi, quant à l'énoncé de la loi, une primauté de l'interdiction sur la permission, dans la mesure où la loi ne doit précisément statuer que sur ce qui est interdit, mentionner ce qui est interdit, en faire l'inventaire, en dehors duquel et au-delà duquel il n'y a plus que liberté d'agir pour celui qui est assujetti à cette loi. Ce critère de ce que la loi doit permettre, donc de ce qu'elle peut interdire, ce critère, c'est le critère auquel elle doit satisfaire si l'on veut qu'elle remplisse sa fonction de conserver la liberté naturelle de chacun. Et donc, ce que définit l'article 4, c'est le critère formel universel. Formel, parce qu'évidemment, l'article 4 ne dit rien de ce qui peut faire la matière de telles interdictions ou de telles autorisations. Ce que définit l'article 4, c'est le critère formel universel de ce que doit être une loi conçue pour répondre à l'exigence de liberté. Ainsi, et seulement ainsi, à cette condition, et seulement à cette condition, seront définis, d'une part, premièrement, les droits respectifs, les droits de l'individu, à qui rien ne doit être permis qui puisse nuire à autrui. Donc, en vertu de ce principe énoncé par l'article 4, se trouve cerné, se trouve encadré l'univers de ce qui est permis à un individu, ne doit lui être permis que, mais doit lui être permis tout, ce qui n'est pas de nature à nuire à autrui. Mais se trouve aussi défini par cet énoncé de l'article 4 l'extension de ce que l'autorité civile a le droit de faire, à savoir interdire ce qui pourrait nuire à autrui, mais rien d'autre, mais rien de plus. Et donc, ce principe qui ouvre l'article 4, la loi qui dit donc que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ce principe qui ouvre l'article 4 définit d'une part les droits des citoyens, les droits de ceux qui sont assujettis à la loi, en même temps, mais elle les définit en les élargissant, en les rendant aussi étendus que possible, tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et cet énoncé de l'article 4 définit aussi les droits de l'autorité civile, du pouvoir, si vous voulez, mais en les restreignant à l'étendue précise des interdictions portant sur ce qui pourrait nuire à autrui. À l'individu comme à l'État, sont ainsi fixées les limites au-delà desquelles il y aurait, pour le premier, abus de la liberté, la possibilité d'un tel abus, l'éventualité d'un abus de ce genre est évoquée à l'article 11, qui concerne la liberté d'expression. Dit que chacun est libre de s'exprimer, sous réserve de répondre des abus de cette liberté d'expression dans le cadre de la loi. Donc, l'énoncé de l'article 4, définit les limites au-delà desquelles il y aurait pour l'individu abus de la liberté et pour l'État abus de l'autorité qui lui est remise. Autorité dont il faut toujours rappeler qu'elle a pour fonction
qu'elle a pour but, c'est le terme de l'article 2, de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Comment ce critère sera-t-il déterminé? Comment le critère qui peut servir à régler les droits de l'individu et les droits de l'État sera-t-il déterminé? Eh bien, c'est ici encore la nature qui va constituer, qui va nous offrir le fondement sur lequel doivent se régler le droit, la loi et les institutions en général. En effet, regardons la nature, considérons la nature des choses. Et la nature des choses, y compris dans la société civile, à l'intérieur même de l'association politique, où continue de valoir la loi naturelle dont je vais maintenant faire état. Tout aussi naturellement que les sujets cherchent à atteindre leurs fins respectives, les sujets vivent en société. Ces deux aspects sont absolument inhérents à la nature humaine. On ne peut envisager l'humain séparé d'aucun de ces deux aspects. Pas d'humain hors du lien social, pas d'humain qui ne cherche, comme tout être vivant, à faire valoir son droit à vivre comme il l'entend, à faire valoir sa puissance d'agir. Il est par là inévitable, bien entendu, il est inévitable que les puissances d'agir, ce que Hobbes et Spinoza avaient désigné du nom de conatus, il est inévitable que les puissances d'agir respectives des individus se rencontrent. Elles vont se trouver les unes en présence des autres, les unes en face des autres. Et qu'il est inévitable que l'exercice de la puissance d'agir des uns produise certains effets sur les manifestations de la puissance d'agir des autres. Ces effets ne sont pas nécessairement antagonistes, pas du tout. Il y a 1000 circonstances dans lesquelles ma puissance d'agir, en rencontrant la puissance d'agir de l'autre, se trouve en présence de quelque chose qui est plus ou moins, et quelquefois éminemment, capable de servir ma propre puissance d'agir. La confrontation des conatus, la confrontation des puissances d'agir respectives des individus dans la société, ne tourne pas immédiatement et nécessairement au conflit, puisqu'au contraire vont se nouer par la rencontre des puissances d'agir une multitude de liens qui seront des liens d'entraide, de coopération, de collaboration, éventuellement même plus, sur la base des affinités, des liens d'entente, d'amitié, d'amour, de fraternité. Donc, il n'y a pas nécessairement conflit, mais il y aura, bien entendu, des conflits, il y aura souvent conflit lorsque ces manifestations des puissances d'agir respectives des uns et des autres seront antagonistes. Se créeront alors des situations conflictuelles. Conflictuel ne veut pas nécessairement dire violent, mais conflictuel peut vouloir dire violent. Le conflit débouche parfois, et dans certaines circonstances très facilement, sur la violence. Et donc, lorsque les objectifs que poursuivent les uns et les autres entrent en conflit, il est évident que ce que poursuit l'autre va avoir une incidence négative, défavorable, sur ce que poursuit l'un, sur ce que je poursuis, moi, par exemple. Or, il est évident que chacun des membres de la vie sociale a un droit égal à faire valoir sa puissance d'agir, à faire valoir son désir de persévérer dans son être et pour cela de se conduire de la façon qui lui paraît la plus raisonnable et la plus efficace. Mon semblable a évidemment autant de titres que moi à faire valoir son droit naturel. Et le problème que doit résoudre l'association politique, l'organisation sociale peut ne pas résoudre ce problème. Elle sera conflictuelle, elle sera violente, ça restera une société. Mais si cette organisation sociale se donne une association politique,
c'est justement pour que les choses ne se passent pas de cette manière. Et le problème que doit résoudre l'organisation sociale en tant qu'elle veut être une association politique est donc d'assurer la coexistence des droits naturels respectifs de ceux des individus qui la composent, de façon à assurer la possibilité pour chacun de l'exercice maximal de sa puissance d'agir. Cela ne peut s'obtenir que par une limitation des puissances d'agir respectives des uns et des autres. Une limitation librement consentie par chacun de l'expression de son conatus, de l'expression de sa puissance d'agir, donc de l'expression de son droit naturel. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je montrerai ensuite comment précisément peuvent se mettre en place les conditions de cette coexistence des puissances d'agir respectives des individus, dont, je le répète, évidemment, le droit à faire valoir son conatus est égal d'un individu à l'autre. En tout cas, nous n'avons aucune raison a priori de poser que tel droit naturel serait supérieur à tel autre et devrait prévaloir contre cet autre. Je vous remercie et je vous dis à mardi prochain.